à tous, bonjour à toutes. Comme je vous avais promis, aujourd'hui nous recevons mon frère Tony Branly qui est connecté depuis Brazzaville au Congo et moi au Canada. J'espère que la connexion sera parfaite. Alors bonjour Tony. Bonjour Patience, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Merci, merci. En tout cas, bienvenue à ce podcast du Cercle des Étoiles. C'est un podcast des leaders, le podcast des étoiles. Et pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, parce qu'il y en a qui me suivent en vidéo, d'autres en audio, je précise juste que Tony, que nous recevons aujourd'hui, il est expert dans la passation des marchés publics. Il est membre de YALI, Young African Leader Initiative que Barack Obama avait mis en place. Et Tony s'intéresse aussi beaucoup à la jeunesse. Il est encadreur des jeunes, il est leader des jeunes. Et Tony a écrit deux merveilleux livres. Et moi, j'ai lu le premier que j'ai lu, c'est en fait le deuxième qui est sorti, mais je l'ai lu en premier. C'est celui-là qu'on va voir aujourd'hui. On va échanger autour de ce livre sur le dopage d'une génération anesthésiée. J'espère que le Mhm. titre déjà peut vous mettre dans l'expectative de connaître qu'est-ce qui est écrit dedans, quelles leçons on peut tirer, surtout pour les leaders, les jeunes leaders qui veulent être des étoiles, qui veulent briller demain. On va voir quelles leçons, quels principes on peut tirer de ces livres. Mais avant de se plonger dans le livre, Tony, j'aimerais te donner la parole pour dire un mot. Je ne sais pas si ma présentation est complète, mais comment est-ce que toi-même tu aimerais qu'on te présente auprès des auditeurs et des téléspectateurs du Cercle des Étoiles? Ouais, Patience, je pense que tu as trouvé les mots qu'il faut hein, pour m'introduire. Voilà, c'est tout ce que tu as dit, il n'y a plus rien à ajouter. Ok, là, je S'il y a quelque reconnais chose à dire, ta modestie. c'est simplement que je suis un peu au-delà de l'écriture. Je suis également passionné du chant, même si ça fait quelques années, je ne chante plus comme avant, mais j'aime également le chant. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait ajouter. Ok, super. Tony est aussi passionné des chants. Donc, après les livres, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un album après. Donc, soyez dans l'expectative. Euh, Ok, alors, on va commencer. Vraiment, le livre Dopage d'une génération anesthésiée m'a beaucoup touché. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention du début jusqu'à la fin. Et la première question avec laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est vraiment pourquoi ce titre en fait? Pourquoi ce titre? Comment tu en es arrivé à ce titre, le dopage d'une génération anesthésiée? Pourquoi tu l'as choisi et comment tu en es arrivé là? Merci, Patience, une fois de plus. Tu sais, hein, nous rencontrons des gens qui ont des talents, qui ont des grâces, mais qui malheureusement n'accomplissent que très peu de choses ou quasiment rien. Et cela est généralement dû à certains événements auxquels ils ont eu à faire face dans le passé, et ces événements-là, finalement, les ont anesthésiés. Et comme tu le sais, dans la médecine, il y a deux sortes d'anesthésie. Il y a l'anesthésie locale et puis il y a l'anesthésie générale. Et quand on administre à un patient l'anesthésie générale, ben, c'est tout son corps qui va être inactif. La personne ne sera plus en mesure d'utiliser son corps. Et donc, quand une personne est anesthésiée, donc je comprends par là que c'est une image, quels que soient les dons, les talents ou les potentiels que la personne a, ben, la personne ne sera simplement pas en mesure de les utiliser. Et donc, je disais d'entrée de jeu que il y a beaucoup de gens qui ont des talents, ils ont des grâces, mais les événements auxquels ils ont eu à faire face, les choses qu'ils ont écoutées, les ont rendus inactifs en fait. Ils ne peuvent plus déployer leur potentiel. Donc c'est ce constat-là que j'ai fait. Mais en même temps, j'ai fait un autre constat, celui lié notamment aux sportifs hein, et même à certains artistes. Je me suis rendu compte que certains artistes, par exemple, avant d'affronter la scène, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se dopent. Ils se dopent pour avoir de l'ascendance sur l'adrénaline et d'autres vont même se droguer avant un match. Cependant, je ne sais pas si vous lisez quand même les Écritures comme moi, mais les Saintes Écritures disent, et c'est Paul qui parle, que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais Mhm. soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois?
En fait, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est enivré de vin? Lorsque quelqu'un est ivre, les choses qu'elle ne pouvait pas faire en temps normal, elle va se retrouver en train de les faire. Si avant de prendre un Exactement. verre de plus, la personne n'était pas en mesure de te dire certaines vérités, patience, mais une fois qu'elle aura pris un verre de plus, elle sera en mesure de te dire certaines vérités. Donc, dans ce livre, j'explique que on a finalement pas besoin de vin, on a finalement pas besoin de se droguer pour pouvoir oublier son passé et déployer au maximum son potentiel. Donc, d'où le thème, le dopage d'une génération anesthésiée. Donc, il y a une génération qui a les dons, qui a les talents, mais malheureusement, elle est anesthésiée, soit par son passé, soit par des choses qu'elle écoute, ou même par son environnement. Et pour nous qui sommes dans des pays africains, ben, tu vas te retrouver avec des gens qui sont anesthésiés aussi par les pouvoirs publics. Tu vois, ils pensent que leur échec est dû au gouvernement, est dû au président de la République, alors qu'il n'en est forcément rien. Exactement. Ok, je vois. Je vois en tout cas. Voilà. Merci bien déjà pour cette explication. Et tu l'as Mhm. si bien dit, donc, une génération anesthésiée, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été anesthésiés, Oui. pratiquement, je peux même dire tétanisés par ce qu'ils ont vécu, Mhm. par ce qu'ils ont Bien sûr. subi dans le passé. Yeah. Et ce qui est bien, Mhm. c'est que tu commences même ton livre par traiter cette question Mhm. du passé. Et j'aimerais qu'on Mhm. commence par là un peu parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont Mhm. potentiellement leaders, potentiellement des Mhm. étoiles, mais il y a des choses qui Mhm. les minent, qui les bloquent ou qui les clouent au sol. Et parmi ces choses, il y a Mhm. le passé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont subi. Est-ce que tu peux nous dire un Yes. mot par rapport à pourquoi il faut traiter le passé et comment le passé peut véritablement bloquer l'ascension ou Ouais. le déploiement d'un jeune, en fait, ou d'un leader simplement, parce qu'on l'est tous quelque part. Alors, chaque fois que je parle de ce sujet, j'aime faire référence aux frères White. Tu sais, lors de la Hmm, création de l'avion, les frères White avaient jugé utile de priver l'avion du rétroviseur. Donc, c'était une façon de dire au pilote que chaque fois que tu vas décoller, oublie les caprices de l'ancien aéroport. Même si avant le décollage, tu as eu à faire face à certaines difficultés quant au ravitaillement de l'avion, même si on a introduit les bagages un peu en retard dans l'avion. Mais une fois que tu as décollé, mets le focus sur la prochaine piste d'atterrissage et oublie les difficultés de l'ancien aéroport. Donc, un leader exactement. qui veut avancer, qui veut évoluer, il doit considérer que le souffle de vie qu'il a reçu est un atout nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que tu as été certainement maltraité par tes parents, tu as été défavorisé par la société, tu as certainement fait face à certains abus, mais dès lors que tu as le souffle de vie, c'est l'instant présent qui compte. C'est l'instant présent qui compte. Et Hmm, donc, le plus hmm, important, ce n'est pas ce qui nous est arrivé hier, mais le plus important, c'est de se dire, pourquoi est-ce que je suis en vie aujourd'hui? C'est vrai que j'ai été maltraité, c'est vrai que j'ai fait face à certaines injustices, mais pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que j'ai reçu le don de la vie? Donc, du moment où hmm. je reçois le don de la vie, ça va être un capital nécessaire pour pouvoir me projeter dans le futur. Donc, j'oublie mon passé, quel que soit ce que les gens m'ont fait, ben, je mets le focus sur les défis à réaliser afin que moi également, à mon tour, que je ne fasse pas subir à certaines personnes les mêmes, on va dire les mêmes injustices hein, ou les mêmes tares auxquelles j'ai eu à faire face. Parce que généralement, on reste cloisonné ou cantonné dans son passé, le risque est finalement de reproduire ces mêmes choses-là à l'endroit de certaines personnes qui finalement ils vont être seulement des innocents, mais qui vont être victimes des actes que nous avons subis de par le passé. C'est pourquoi un leader, s'il veut avancer, il doit oublier son passé, mais surtout tout ce qu'il a eu à vivre de mauvais, de négatif en fait. Super, super. Mais Hmm. j'aimerais peut-être, Hmm. parce que ces sujets m'intéressent beaucoup, j'aimerais qu'on creuse un peu, si possible,
pour voir certaines Oui. réflexions, pour aider ceux qui nous suivent. Parmi les gens qui nous Mhm. suivent, il y a peut-être un jeune qui me pourrait me dire, bon, patience, Tony, il dit il faut oublier le passé et puis il faut se focaliser sur l'avenir. Mais Tony n'a pas Mhm. vécu les viols comme moi, et il n'a pas forcément vécu les échecs comme moi, on l'a pas Oui. insulté comme moi. Moi, j'ai vécu dans une maison d'accueil ou avec un seul parent, ou bien voilà, Mhm. moi, je suis dans une situation où voilà, c'est parce que des amis ou de telles personnes m'ont violé ou abusé de moi, ou bien voilà, moi, je suis né dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'argent, famille trop modeste, il n'y avait personne pour me Mhm. booster. Comment tu peux dire Mhm. à une personne qui te dit ça, concrètement, comment il fait pour oublier son passé? Ou du moins, comment il fait pour se focaliser beaucoup plus sur son avenir et ne pas s'apitoyer ou se mettre à regarder ou à regretter son passé? Si une personne comme ça te demandait quel conseil, comment je fais pour oublier un peu plus le passé et me focaliser un peu plus sur l'avenir? Les gens aiment à dire que les Africains ou les Congolais répondent par une question. On lui pose une question, après il répond par une question. Ben, je vais simplement lui dire, le fait de penser à ton passé, qu'est-ce que cela t'apporte? C'est ce que je vais lui dire. On t'a violé, c'est vrai, Hmm, mais plus tu penses à ça, qu'est-ce que cela t'apporte? Ça t'apporte rien. Ça met en toi plus de haine, ça te rend aigri, et du coup, ça t'anesthésie. Ça t'empêche d'avancer. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que, quel que soit ce que tu as vécu, dès l'instant où tu as la vie, et je pense qu'il y a un adage qui dit que tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Si malgré mhm. le fait que tu aies été abusé, tu as quand même reçu le don de la vie, sache que ce don de la vie t'a été donné afin de pouvoir corriger ton passé si tu as commis des erreurs, mais aussi de pouvoir accomplir des choses extraordinaires au point de faire honte à toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal dans le passé. Parce que si ce passé était beaucoup plus fort que toi, ce passé devait t'enterrer, ce passé devait te tuer. Mais si malgré les déboires que tu as connus, tu n'es pas mort, mais sache que le don de la vie qui t'a été donné, c'est une occasion pour toi de pouvoir décoller. C'est ça la question. Super, super, En pensant à mon passé, super. qu'est-ce que cela m'apporte? Ben, ça ne m'apporte rien. Si ça ne m'apporte rien, ben, je préfère oublier ça. Super. J'aimerais évoquer deux éléments que tu cites. J'aimerais citer un peu le livre. À la page, Oui, euh, à la page 22, tu dis quelque chose de oui, similaire que je considère comme étant une raison pour laquelle il faut pas s'attarder au passé. Tu dis à la page hum, 22 de ton livre, chaque oui, minute que vous consacrez hum, à analyser les erreurs de votre hum, passé ralentit hum, la vitesse de votre décollage. Il y a des gens qui hum. regardent leur passé, pas parce qu'ils ont subi des choses, mais parce qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont commis des Très erreurs bien. monumentales. Ils ont perdu leur crédit. Ils ont perdu la considération des gens, la confiance de certaines personnes qui croyaient en eux. Et ils se disent, ils n'ont peut-être plus de chance parce que quand les gens les regardent passer, ils se disent, voilà, ils n'ont plus de chance. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui, voilà, ils regardent le passé, mais parce qu'ils ont fait tellement d'erreurs? Et en écrivant cela, patience, j'ai moi-même commis beaucoup d'erreurs. Hein. Tu sais, j'ai eu ma Mm, fille quand j'étais encore sur le banc de l'école, quand j'étais étudiant, j'étais en troisième année de droit. Et cette mm, année, c'est comme si c'était les ténèbres qui m'avaient envahi. Tout ce qui me soutenait dans mes études ne voulait rien savoir. Et j'étais mm, quelque peu mal vu au niveau de la fac. Et tu sais, à cause de mm, à cause de cet événement, j'ai même failli manquer à ma licence en droit. Et parce que, mm. en raison de certaines pressions que j'avais reçues, bon, je ne vais pas tout dévoiler. J'ai dû prendre une Exactement. inscription par équivalence. Tu te rends compte? Alors, pour tout te dire, il m'avait été dit que par rapport à l'acte que j'avais posé, je ne vais pas satisfaire à ma licence. En tout cas, dans la fac où j'étais. Et les gens avaient les moyens Mm, de pouvoir m'en empêcher. Et donc, fort de cela, je vais prendre une inscription par équivalence. Et au bout du compte, la même année,
j'ai obtenu 2 licences. J'ai obtenu aussi bien ma licence en droit que ma licence en management des organisations. Donc, j'avais commis une erreur Wow. parce que je n'étais pas marié. Oui, oui. J'avais commis une erreur, je n'étais pas marié, je suis allé avec une fille et puis j'ai fait un enfant. Mais ce qui devait être une anesthésie pour moi a finalement tourné à mon avantage, puisque cette année, je vais obtenir 2 licences. Et tiens-toi bien, patience, c'est à partir de ma 2e licence que les portes de ma vie professionnelle se sont ouvertes à moi. Et le métier que j'exerce aujourd'hui en tant que spécialiste de passation des marchés publics, je l'ai découvert non pas avec ma licence en droit, mais avec ma licence en management des organisations que j'étais allé faire au cas où je devais échouer à ma licence en droit. Donc, si je m'étais limité à dire, voilà, j'ai enceinté une fille, les parents ne veulent plus me soutenir, j'ai des menaces, ça et là, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis devenue par la grâce de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais même pas à mon 2e livre, tu vois. Donc, chaque minute, oui, qu'on consacre à analyser les erreurs de son passé, cela ne fait que ralentir la vitesse de notre décollage. S'il peut nous être permis de penser aux erreurs du passé, permet la redondance, cela doit aller dans le sens d'évaluer ces erreurs-là afin de ne pas les reproduire demain, mais non pas pour permettre à ce passé-là de nous étouffer, de nous anesthésier. Super, wow. Finalement, c'est l'événement qui pouvait être le goulot d'étranglement ou bien j'allais dire, comme une sorte de tombe pour toi, mais a été transformé en une opportunité pour ton déploiement dans tes études, ton déploiement professionnel. Wow. Ouais. Ça, c'est magnifique. Voilà comment une erreur dans le passé, c'est vrai que c'était une erreur, mais ça peut devenir l'opportunité de mieux faire, de découvrir d'autres choses et de se déployer. Et tu disais quelque chose là avant qu'on puisse clore ce chapitre sur le passé. Je vais lire un autre passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Et ça, je mets ça dans le panier des avantages d'oublier le passé, de se focaliser sur l'avenir et de faire mieux. Tu dis à la page 20, tu dis, à partir du 2e paragraphe, si votre grossesse a été rejetée et que le monde vous a étiqueté de bâtard, alors épargnez ceux qui sortiront de vos entrailles d'un tel traitement. Vous avez été maltraité ou abusé, alors faites en sorte que d'autres connaissent de vous un amour véritable et inconditionnel. Et tu ajoutes, vous avez été exposé, à votre tour protégé. Et enfin, tu dis, à cause de vos origines ethniques ou raciales, vous avez été rejeté, faites un effort, acceptez les autres en dépit de leurs différences. En fait, c'est comme si tu étais en train de faire un tableau là, où tu décris finalement le contraire de ce que doit faire quelqu'un qui a subi des abus ou qui a fait des erreurs dans son passé, pour que son avenir ne ressemble plus ou n'ait vraiment aucun rapport. Aucun rapport, aucune similarité. Yes, parce que je parle du constat malheureux, c'est que les personnes blessées blessent, malheureusement. Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on va perpétuer, je vais dire ça comme ça, les blessures dans les générations futures, alors qu'on a la possibilité de donner une meilleure chance aux générations futures. Et en écrivant cela, permet que je revienne encore à moi. Patience. Permet que je revienne à moi. Non, c'est important de donner parce que c'est des exemples vivants. J'ai été enfant bâtard. Mon père n'a pas reconnu ma grossesse. Et il n'est pas reconnu ma grossesse, mais parce que lui-même, sa grossesse également avait été rejetée. Tu vois? Donc, il a été blessé par son père. Lui également, il a blessé le fruit de ses entrailles. Mais paix à son âme, il est mort quelques années plus tard. Et tiens-toi bien, patience, lorsque ma première fille doit venir au monde, j'ai failli avoir le même réflexe, celui de renier ma grossesse. Heureusement pour moi,
le Dieu du ciel nous prétend sa main et son cœur, j'ai dit non. Les erreurs du passé, je ne vais pas les reproduire. Je dois arrêter ce Exactement. cycle. Bon, les religieux parleront de malédiction. Je dis donc, je peux arrêter, voilà, ce cycle de malédiction. Et aujourd'hui, ma fille, oui, elle est épanouie. Elle vit avec moi, très brillante, très souriante. Donc, on a la possibilité d'effacer son passé. Et je pense que paix à son âme, Nelson Mandela était un exemple dans ce sens. Incarcéré pour une raison ou pour une autre, mais une fois qu'il sort de prison, il dit non. Je ne ferai pas la loi du talion. Je ne ferai pas œil pour œil, mais je vais aller dans la direction de la paix et de l'unité. Et grâce à lui, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est ce qu'elle est. Elle est devenue une icône mondiale. Donc, on ne gagne rien en faisant subir aux générations futures ce que nous avons subi dans le passé. Parfait, super, super. Ça, c'est des sujets tellement importants parce que on n'apprend pas ça à l'école, hein. À l'école ou à l'université, on n'apprend pas à un élève ou à un étudiant qui a engrossé ou qui s'est fait engrosser comment se relever après, comment rebondir, comment continuer quand même la vie. Et c'est des sujets qu'on trouve, voilà, des ressources qu'on trouve dans des livres pareils. Et c'est ce qui fait les leaders de demain. Alors, dans le deuxième chapitre, tu parles de l'amour. Tu parles beaucoup de l'amour. Et c'est comme si, après avoir enterré le passé, on doit se focaliser à marcher dans l'amour. Pourquoi marcher dans l'amour? Et ça veut dire même quoi marcher dans l'amour et quels sont les avantages ou les implications positives, sûrement, pour un leader? Alors, un succès sans successeur est un échec. Et je pense que c'est John Maxwell qui nous a appris que on peut aimer les gens sans les diriger, mais on ne peut pas diriger les gens sans les aimer. Et donc, en tant que leader, on doit être conscient de ce que, quelles que soient nos réalisations, quel que soit ce qu'on fera pour la société et même pour nos collaborateurs, ceux qui nous entourent, il y aura toujours une fraction des gens qui ne seront pas satisfaits. Mais or, le but d'un leader n'est pas forcément de recueillir l'adhésion collective. Du reste, quelque part dans le livre, je dis que Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, n'a pas pu recueillir l'assentiment collectif. Et donc, puisque le leader a l'obligation de se reproduire dans d'autres personnes, ben, il doit s'armer d'amour. Parce que s'il ne s'arme pas suffisamment d'amour, il ne pourra pas communiquer les valeurs, les connaissances qu'il a reçues. Plus il met le focus sur les critiques, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Mais si tu mets l'emphase sur les critiques, sur ce que les gens disent de toi derrière les portes, ben tu vas te renfermer et à ce moment-là, tu ne seras pas en mesure de communiquer les savoirs que tu as acquis. Et quand on refuse de déployer la connaissance qu'on a au travers de ses collaborateurs, ben ça veut dire qu'on n'aura pas de successeur. C'est là où l'amour est important parce que celui qui aime, ben il fait pas des choses pour forcément pour être reconnu, pour qu'on lui dise merci, mais il le fait tout simplement pour l'humanité, tu vois. Donc un leader qui manque d'amour, bah il va être anesthésié et s'il est anesthésié, il n'est plus en mesure de se reproduire dans d'autres personnes. Exactement. Exactement, exactement. Et lorsque je regarde le livre, je me suis rendu compte que cet amour dont tu parles, tu l'as évoqué dans plusieurs dimensions, notamment la dimension du pardon et la dimension de l'honneur aux frères et sœurs, aux autorités, et puis du pardon. Mais en parlant de l'amour dans sa dimension du pardon, c'est un peu comme ce que tu évoques. Il y a des leaders, il y a même des jeunes qui diront que patience. Moi, je connais personnellement des jeunes entrepreneurs très jeunes, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ils vont te dire, ben, moi, j'ai commencé une affaire, j'ai mis 2, 3, 4 personnes dans l'affaire afin qu'on travaille ensemble.
mais ils m'ont Hmm. trahi. Ils ont volé l'argent de l'entreprise qu'on avait créée. Ils m'ont trahi, ils ont fraudé ou bien, voilà, ils m'ont roulé en fait. Et je me suis retrouvé sans rien et ils sont peut-être partis avec mon argent. Voilà, comment tu vas me dire qu'il faut de l'amour, il faut du pardon pour que j'avance? Moi, je vais peut-être travailler, mais peut-être soit il y a des gens qui se disent, soit je ne vais plus travailler avec une certaine catégorie de personnes, soit je ne vais plus travailler avec un certain type de jeunes, ou alors soit je ne vais plus travailler avec les gens d'une certaine origine. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai été trahi, j'ai été roulé dans la farine, j'ai perdu mon argent, ou alors même avec certaines institutions, que ça peut être étatique ou Hmm. autre. Moi, je ne travaillerai plus avec eux parce qu'ils m'ont déçu. Mais là, toi, tu parles de l'amour, surtout dans le sens du pardon, pour permettre à un leader d'aller plus loin et de pérenniser en fait son œuvre à travers la succession. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces Hmm. gens-là qui ont été blessés de cette façon? Il y a un grand leader africain du nom de David Oyedepo qui dit Hmm, que ce n'est pas l'argent qui fait votre impact, mais ce sont vos résultats qui produisent l'argent. Est-ce que tu hmm. vois? Ce sont vos résultats qui produisent l'argent. Ce sont vos résultats qui produisent l'argent. À titre d'exemple, ce n'est pas l'argent qui m'a permis d'écrire un livre. C'est le livre qui me donnera l'argent, à titre d'exemple. Donc, c'est ce qui vient de moi Hmm, qui m'apporte des richesses et non ce qui est au dehors. Et je vais encore revenir sur Jésus. Hein. Je sais que l'auditoire est laïque, mais Jésus est parmi, hein, si tu veux, les plus grands leaders qu'on ne cessera pas de citer. Il avait 12 disciples. Et celui qui l'avait trahi s'appelait Judas. hmm. Mais lui, sachant que Judas avait un amour pour l'argent, c'est chez Judas qu'il gardait l'argent de son ministère. Sachant que Judas était voleur. Donc, c'était une façon de dire à Judas que même si tu voles l'argent que je fais garder chez toi, ce n'est pas cet argent qui détermine mon impact sur la terre. Est-ce que tu vois? Et du coup, il a gardé Judas Hmm, auprès de lui. Et Judas, quoique volant son argent, cela n'a pas empêché à Jésus d'avoir un impact qui s'étend sur plusieurs décennies aujourd'hui, sur des siècles, j'allais dire. Donc, ce que les autres me hmm. font, ce que les autres me font subir, leur ingratitude, leur trahison, ne peut pas déteindre sur le leader que je suis. Si tu me voles Hmm. aujourd'hui 100 000 dollars, si je sais que j'ai eu les 100 000 dollars là en écrivant un livre, ben j'ai toujours la capacité d'écrire d'autres livres. Si tu Exactement. m'as escroqué de l'argent dans une affaire, ben ce n'est pas l'argent là qui m'a permis de faire cette affaire, c'est ma tête. Hmm, Est-ce que tu vois? Donc, à cause de ça, ce n'est pas hmm. parce que j'ai été trahi par un blanc ou par un noir que demain, je vais me refuser de mettre en collaboration avec un autre blanc ou avec un autre noir. Parce que Kwame Nkrumah disait que sur tous les horizons, l'esprit humain est le même. Dans tous les pays, qu'on Exactement. soit blanc, qu'on soit noir, partout où on va, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont bons. Donc, c'est pas parce que je suis tombé sur Exactement. une mauvaise personne aujourd'hui que je vais généraliser. Que je vais dire que voilà, que tous les Canadiens sont des escrocs, que tous les Français sont ceci ou cela. Non. Je suis tombé sur une mauvaise personne, bon, et ça arrive. Demain, si je tombe sur un autre Français ou sur un autre Canadien qui veut fonctionner avec moi, mais je vais fonctionner. Exactement. Et, Super. et pour le faire, j'ai besoin d'amour. Parce que si je n'ai pas suffisamment d'amour dans mon cœur, ben, je vais généraliser. Je vais dire que parce qu'un Chinois m'avait escroqué de l'argent, ça veut dire que tous les Chinois sont des voleurs. Non, c'est pas le cas. Un leader ne peut pas penser comme ça parce que la vision d'un leader, ce n'est jamais son environnement restreint. Un leader, un vrai, il pense toujours au niveau continental. Voilà. Il pense pas toujours à ses intérêts ou aux intérêts de son ethnie, de son pays. Non. Un leader, quand il pense,
quand il a une vision, sa vision doit être mondiale. Si je dois écrire les livres, je n'écris pas des livres pour les Chinois. J'écris des livres pour tout le monde. Je n'écris pas des livres pour les Africains. J'écris les livres pour transformer, le mindset de l'être humain, tout simplement. Voilà, Super, mon cher patient, je ne sais super. pas si j'ai été Très clair bien. sur cet aspect. Non, très clair. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'atterrissage. Un leader, Hmm, ce qui est plus important pour le leader, c'est que dans sa vision, ce n'est pas les intérêts immédiats, c'est pas juste sa hmm. famille ou les plus proches, les personnes qui sont proches de lui, mais c'est vraiment une vision Hmm. globale, c'est une vision mondiale. Yes, C'est que yes. la vision puisse atteindre, que son œuvre puisse atteindre le monde, pas simplement Hmm. un pays ou un continent ou une ville. Très bien. Ah. Pour finir Hmm. peut-être ce chapitre de l'amour, j'ai aimé le Hmm. fait que tu mets un accent, un aspect de l'amour que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voient pas ça comme ça. Tu parles de l'honneur, honorer ses frères Oui. et sœurs, honorer les Hmm. parents, honorer les Hmm. autorités. Souvent, les gens Hmm. ne font pas le lien entre l'honneur et l'amour. Hmm. Mais en lisant ton Hmm. livre, tu fais bien l'accent sur l'honneur comme une manière de manifester l'amour. Et moi, j'ai fait même un épisode du podcast. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller resuivre un épisode où j'ai fait sur comment influencer ses autorités, ses supérieurs. J'ai beaucoup parlé Très bien. du fait de les honorer. Si tu veux influencer tes parents, ton Hmm. manager, ton directeur, les Hmm. responsables, les autorités, il faut savoir les honorer. Et j'ai aimé le fait Hmm. que j'ai retrouvé aussi ce sujet dans ton livre. Comment toi, Hmm. tu présentes en fait l'honneur et comment faire comprendre à quelqu'un, à un futur leader, que Hmm. l'honneur, c'est un tremplin qui va lui permettre d'aller plus loin, de se déployer. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, nous sommes dans des sociétés où beaucoup de gens, moi j'en ai vu dans des Hmm. formations, dans des séminaires, où tu dis aux gens, Hmm. vous devez Hmm. honorer vos autorités ou vos gestionnaires. Clairement, il y a des gens qui me disent patience, mais non, là, tu me dis d'honorer mon gestionnaire, mais mon gestionnaire, il est comme ceci, il est comme cela. Mon boss, là, il me fait souffrir, il n'est pas gentil, il est méchant, il me parle mal. Euh, et quand maintenant on va dire à ces gens-là, vous devez honorer vos autorités, vos chefs, Ah. comment tu peux leur dire ça avec tes mots? Et puis, quels sont peut-être les avantages pour être un bon leader? De savoir honorer, en fait. Honorer. Ben, c'est très simple. Je pense que tous les leaders connaissent la loi de l'attraction et ils connaissent également la loi de la semence et de la moisson. C'est que Hmm, tout ce que tu critiques, tu le repousses loin de toi. Or, en tant que leader, le leader, c'est celui-là qui apporte des solutions. Et donc, si exactement. il y a des autorités qui sont établies au-dessus de nous, on doit être conscient de ce que ce ne sont pas nos ennemis. Du reste, s'ils ont des failles, s'ils ont des incompétences, et si on a pu détecter ces failles et ces incompétences, ça veut dire que nous sommes la solution. Et du coup, Hmm, au lieu de critiquer, on ferait mieux d'apporter la solution, d'être une solution. Mais dès le moment où on se met à les critiquer, il va y avoir une barrière. Si aujourd'hui, patience, tu me critiques, même si je sais que tu es compétent, ben, je ne vais jamais te contacter. À cause de ton mépris. Parce que exactement. je vais considérer cela comme étant du mépris à mon égard. Et vous savez que les autorités, ils ont, si tu veux, cet orgueil-là personnel. Tu vois. Et il y a aussi, dans un deuxième temps, la loi de la semence et de la moisson. C'est que si vous passez votre temps à critiquer les autorités, ça veut dire que demain, une fois Mhm, que vous allez également devenir autorité, ben, d'autres personnes également vont vous calomnier, ils vont vous critiquer. C'est-à-dire que ceux qui auraient exactement. pu vous apporter des solutions afin de faire briller votre règne, ben, ils vont se constituer tout simplement en opposant. Et je n'ai pas besoin de citer les pays, mais tu vas te rendre compte, par exemple, que tous les candidats aux élections présidentielles qui critiquaient leurs prédécesseurs, ben, ils n'ont jamais fait mieux. Ils n'ont jamais fait mieux. Tu vois. Donc, un leader, c'est Hmm, quelqu'un qui apporte la solution. Il ne pense pas à ses intérêts, il n'est pas dans la mesquinerie. Donc, si je hmm, trouve dans un leader, dans une autorité, des failles, ben, je dois être à même d'apporter des solutions.
Et je n'apporte pas des solutions en critiquant, en le dénigrant. Je sais que c'est une autorité établie et si je suis leader, je suis censé apporter la solution. Et si je me limite tout simplement à critiquer, ça veut dire que je ne suis pas leader, c'est-à-dire que je n'ai pas de solution à apporter. C'est ça. Voilà. Super, très bien. En tout cas, j'espère que ceux qui nous suivent vont comprendre et mettre en pratique ces principes importants d'honorer ses supérieurs, ses autorités, parce qu'à votre tour aussi, les jours où vous serez une autorité, vous aimeriez qu'on vous honore. C'est vraiment Hmm. ça. Alors, juste après avoir parlé de l'amour, tu parles de ne Hmm. pas se laisser séduire. C'est comme si tu fais une mise en garde là. C'est comme si tu mets directement un panneau warning, un panneau attention. C'est vrai que vous devez marcher dans l'amour. C'est vrai que vous devez pardonner aux membres des familles autorités. C'est vrai que vous devez honorer. C'est vrai que vous devez Yeah. couvrir aussi les fautes des autres. Mais c'est comme si tu Hmm. passes à attention, attention. Yeah. Alors, quels sont ces pièges? Quels sont ces pièges auxquels tu veux, que tu veux nous éviter en fait? Tu veux un peu tirer la sonnette d'alarme là, les pièges qui peuvent amener un jeune, un leader à être séduit. Alors, tout leader doit savoir que ce que l'homme bâtit en plusieurs années peut s'écrouler, peut se fondre en une minute comme un château de cartes, hein, au passage d'un vent léger. Et puisque le leader, c'est Hmm, quelqu'un qui aura pris suffisamment de temps, certainement, à étudier, et là, je ne parle pas d'aller à l'université, il a forcément lu des livres, il s'est formé, et il a forcément bâti un empire autour de lui. Mais pour ne pas que tout cela s'effondre en une minute, il doit veiller au rapport qu'il doit avoir avec le sexe opposé. Et c'est là où, malheureusement, beaucoup de leaders échouent. Un leader ne doit pas prendre, qu'il me soit permis de le dire, sa vie sexuelle à la légère. Et je pense que c'est dans la page hmm, 37 que je dis que quand on sait où on va, on n'embarque pas n'importe qui dans le vol de sa destinée. Donc, lorsqu'on est leader, on doit être quelqu'un de carré, on doit être quelqu'un qui a des principes, qui a du caractère, afin que le modèle que nous sommes pour le monde ne soit pas terni à cause d'une petite bêtise, à cause d'un plaisir, voilà, de quelques hmm, minutes. exactement. Donc c'est pourquoi je dis aux leaders, ben il y a des pièges auxquels il faudra faire attention. Tu es patient, on va t'appeler demain aller animer une conférence à Kigali auprès du président Paul Kagame. Tu laisses ta famille au Canada. Ben ce que ta famille attend, c'est que tu rentres. Ta femme et tes enfants t'attendent. Mais si jamais Hmm, une fois arrivé là-bas, tu commets un acte, ben ça sera simplement pitoyable. Au lieu que ce soit un retour glorieux, que ça sera un retour honteux. Et tu sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les infos vont très vite. Donc un leader, il doit veiller sur sa conduite, exactement. sur sa marche. C'est très important. Parce que Super, dès très le bien dit. moment, en fait, dès que notre image en tant que leader est ternie, ben les gens cesseront de nous suivre. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mm. L'un des plus grands atouts du leader, c'est la confiance. C'est la confiance de Bien ceux qui sûr. le suivent, la confiance de Yes. ceux qui l'apprécient, ceux qui, voilà, Mm. partagent le même Mm. idéal que lui. Et cette confiance est Mm. souvent brisée après la Mm. découverte ou des scandales, De certaines faiblesses, certaines voilà. failles. Mais et par rapport à ça, c'est ça, un jeune leader qui, voilà, ou une étoile ou une personne qui veut demain être un leader, voit déjà peut-être ses failles aujourd'hui, parce que souvent les failles n'apparaissent pas au moment du scandale. Le scandale ne Oui. vient que révéler souvent des failles qui étaient là. Et il est possible qu'un jeune se demande en ce moment, bon, là, on me dit que je dois travailler mon caractère parce que le caractère sera comme un mur qui va protéger mon leadership. C'est ce qu'on dit en leadership. Le caractère, c'est vraiment Mm. la fondation et c'est le mur de Yeah. protection. Maintenant, qu'est-ce que Mm. tu peux donner comme conseil à un jeune aujourd'hui qui voit déjà des failles? Parce que mieux vaut prévenir que guérir.
il voit déjà des failles dans son caractère, qui sait que s'il garde certaines choses, demain, il peut être objet de scandales, perdre la confiance ou le crédit des gens qui le connaissent, qui le suivent. Comment faire pour, j'allais dire, soit bâtir un bon caractère ou simplement le solidifier ou avoir finalement ce caractère excellent qui ne permettra pas à un leader d'être objet de scandales demain. Quel conseil tu peux donner aux jeunes aujourd'hui pour avoir ce bon caractère qui est le fondement et la protection du leadership? Je suppose que tout leader ou tout leader potentiel est forcément sous le mentorat de quelqu'un. À ce moment-là, il vaut mieux se rapprocher de ceux qui ont fait des preuves, ceux qui sont des figures d'autorité pour le leader. Et c'est auprès de ces personnes-là qu'on peut avoir des meilleurs conseils. Tu vois, on ne se suffit jamais. Et même moi qui parle, je ne sais pas à quoi je ferai face demain. C'est pourquoi, à mon petit niveau où je suis, chaque fois que j'ai des challenges, je ne manque pas d'en parler à mon mentor ou à mes mentors. Donc, un leader doit avoir un mentor, quelqu'un à qui il peut se confier, quelqu'un à qui il peut se dévoiler et quelqu'un qui peut le recadrer chaque fois que cela est nécessaire. Donc, dès lors que tu as découvert tes failles, tu ne dois pas les garder pour toi. Tu dois en parler à quelqu'un qui est une figure d'autorité pour toi. Et pourquoi pas, ou même à un ami également, un bon ami qui peut également, au travers de sa surveillance et de sa vigilance, veiller pour toi afin que tu ne tombes pas dans des failles, dans des faiblesses que tu as découvertes en toi. Après avoir donc parlé de l'amour et des différents pièges qu'il faut éviter, tu parles de quitter la terre vide. Est-ce que tu peux expliquer un peu la notion de quitter la terre vide? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important finalement? Alors, pourquoi quitter la terre vide? Parce que quand on vient sur terre, on ne vient pas vide, on vient équipé. On a des dons, on a des talents, des choses qu'on fait naturellement. Là où il faudra à une personne, par exemple, un bac plus 5, un bac plus 3, nous, on va le faire de manière naturelle. Donc, quitter la terre consiste tout simplement à déployer au maximum tout le potentiel qu'on a, tous les dons, tous les talents qu'on a, c'est de les utiliser au maximum afin d'être utile à notre génération. Donc, à titre d'exemple, si je sais chanter, si je sais écrire les livres, je ne dois pas simplement utiliser le chant et puis laisser le talent de l'écriture. Non, je dois utiliser tous ces talents au maximum et de manière à ce que le jour où je vais mourir, je partirai vite. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, et c'est Miles Monroe qui nous l'a appris, si on ne le fait pas, on va aller enrichir les cimetières. L'adage dit que les cimetières sont les endroits les plus riches sur la Terre. Pourquoi? Parce que là, vous trouvez des livres qui n'ont jamais été écrits, des albums de chants qui n'ont jamais été produits, des films qui n'ont jamais été réalisés. Pourquoi? Ces gens-là, ils avaient le potentiel en eux, mais de leur vivant, ils n'ont pas déployé leur potentiel. Donc, quitter la terre vide consiste tout simplement à utiliser au maximum tout le potentiel qu'on a afin d'être une bénédiction pour sa génération. Exactement. Très bien. Et dans ce chapitre, tu as évoqué plusieurs éléments. Je vais juste revenir peut-être sur deux éléments. C'est parmi les éléments qui m'ont frappé dans ce chapitre. Deux éléments. Premièrement, les amitiés, les compagnies ou les fréquentations. Deuxièmement, l'adversité. À la page 49, tu parles vraiment de l'amitié, mais tu en parles de manière assez particulière. En fait, si j'ai bien compris ici, ce qui peut bloquer le déploiement d'un leader, le déploiement de son potentiel, de ses dons, de ses talents, c'est l'entourage ou les fréquentations et particulièrement les amis. Et les amis, ici, tu les prends dans le sens que si on en a beaucoup, on perd du temps, on est éparpillé, on n'est pas focalisé et finalement, on ne peut pas déployer son potentiel.
Comment tu peux expliquer ça aux gens qui sont les plus relationnels, les personnes sociables, qui ont des amis, les gens qui aiment toujours avoir une soirée, un after chaque vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Qu'est-ce que tu Alors, peux tu leur vois, dire par rapport à ça? aujourd'hui, Patience, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux nous mettent une pression terrible. Tu te réveilles un matin, c'est la notification de l'anniversaire de telle personne. Ben, si tu es ami, prenons le cadre Exactement. de Facebook, et je ne fais pas de pub, imagine que tu sois ami à 5000 personnes. À titre d'exemple, et je sais que personne ne peut avoir 5000 amis. C'est-à-dire qu'à chaque anniversaire, tu dois te préparer 2 ou 3 jours à l'avance, chercher un cadeau afin de pouvoir satisfaire l'autre. Et le jour de son anniversaire, tu dois être là parce que l'amitié, ce qui fonde la base même de l'amitié, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent, c'est le temps que je consacre à l'autre. Et donc, si vous avez beaucoup d'amis, Hmm, ça veut dire que vous aurez beaucoup de temps à consacrer pour chaque personne. Est-ce que tu vois? Or, ce temps-là, exactement. vous auriez pu l'utiliser pour pouvoir aiguiser vos talents ou vos dons. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de avec des gens qui ont plusieurs amis, c'est que ils sont tout le temps dans des réunions, dans des conversations, dans des chats, et à la fin de l'année, ils se retrouvent euh, n'ayant produit quasiment rien. Tu vois, s'il était par exemple artiste musicien, s'il avait prévu 2 albums ou encore 3, mais il va se retrouver à la fin de l'année, par exemple, ayant produit que 2 chants. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait courir à gauche et à droite. Non, l'amitié est une très bonne chose, mais cependant, il faudra, je pense, dans la limite du possible, limiter le nombre d'amis qu'on peut avoir afin d'avoir soi-même le temps de pouvoir aiguiser ses dons et ses talents. Parce que tu sais qu'à un ami, on ne refuse rien. Même s'il est 0 heure, si mon ami m'appelle, ben, je dois répondre à son appel. Mais si j'entretiens ce genre de relation avec 10, 15 personnes, ben, je suis en train d'anesthésier mes talents. Ah, ouais, une auto-anesthésie. Voilà. Alors, toujours sur ce chapitre de quitter la terre vide, il y a un élément que tu évoques à la page 58 que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ça parce que Miles Monroe dit que votre vision doit être testée. Dès que vous voulez faire quelque chose de bien, vous recevez des capacités, vous devez être testé. Et à la page 58, tu parles bien. Tu donnes un bel exemple. C'est l'histoire de Hum, David, hein. Ça, c'est hum, des histoires hum, assez connues. Tout le monde connaît hum, l'histoire hum, de David dans 2 Samuel 5, 17. Il est hum, écrit que quand les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, hum, ils montèrent hum, tous à sa recherche. C'est un peu comme si hum, quand tes ennemis et tes adversaires reçoivent la nouvelle que tu as commencé yeah, cette entreprise-là, tu as commencé cette église-là, ou bien tu as pris ces fonctions-là dans ces bureaux-là, c'est alors qu'ils yeah. viennent pour dire on doit l'attaquer. Et ça me fait penser en fait à beaucoup de jeunes actuellement, surtout les Mhm, entrepreneurs. En fait, ce sont des choses qui sont liées parce que les statistiques dans les différents pays prouvent que sur à peu près 10 entreprises qui naissent, 10 jeunes qui veulent hum, entreprendre, au hum, moins 7 ou 8, soit c'est 70 ou hum, 80% abandonnent entre la première, la deuxième et la troisième année. Donc, quand on hum, revient 5 ans après, il n'y a que 30% ou 20%, parfois moins, qui demeurent. C'est-à-dire ils ont résisté hum. aux tempêtes, aux attaques, aux provocations, aux insultes, aux Ouais. trahisons, aux échecs. Hum, Et j'ai hum, beaucoup aimé le fait que tu parles de cette adversité parce que souvent les jeunes se lancent, que hum, ce soit dans hum. l'entrepreneuriat, dans des œuvres, dans des projets, sans s'attendre à une certaine adversité. Et quand l'adversité se lève, les gens abandonnent, ils se disent, waouh, c'est chaud, mon cher. J'ai laissé tomber ce projet-là. Non, je n'ai pas pu. J'ai essayé, mais quel conseil tu donnerais ici? Parce qu'on sait que David a finalement vaincu les Philistins au-delà des adversités, mais il y a un principe derrière là. Je pense que les jeunes leaders devraient connaître, s'attendre à une certaine forme d'adversité, surtout quand on découvre ses dons, ses talents et qu'on se met Mm, vraiment à les développer, à vouloir créer quelque mm, chose de grand. Il y a des adversités. Comment s'y attendre
comment les affronter et les vaincre? Question difficile, mais je vais essayer d'y répondre. Mais déjà, il faut noter que, et parlant de David que tu as lu, David a appris à faire face à l'adversité, pas quand il a été dans la maison de Saül, ou même quand il est devenu roi, non. Il a appris à vaincre l'adversité d'abord dans la maison de son père. Tu vois? Il était La enfant adulte préparation. terrain, la préparation. Donc, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, quand on sait qu'on a une certaine ambition, on sait que je veux être un homme politique demain, j'ai l'ambition de devenir ministre, de devenir président, mais je dois m'attendre au coup bas, par exemple. Je dois m'attendre aux trahisons. Est-ce que tu vois? Et en fait, il faut s'armer, de cette pensée, pas une pensée de méfiance, pas se méfier des gens, non, mais se dire que la voie que je prends, il est possible que je rencontre l'adversité. Mais même si je venais à faire face à l'adversité, mais je ne vais pas rebourser chemin parce que j'ai un objectif à atteindre. Et un peu plus en bas, dans la page 58, je parle un peu du football. Je prends l'exemple du football. Pendant les 90 minutes de jeu, tant que l'arbitre n'a pas mis un terme au match, si tu as le ballon entre tes pieds, l'adversaire vient chercher le ballon. Et c'est ça la vie sur la terre. Tu brilles, il y aura des gens qui viendront t'attaquer parce qu'ils aimeraient également briller à ta place. Donc la vie est faite de combats, la vie est faite de pression, la vie est même faite des coups bas. Et donc, quiconque veut briller, si tu veux être un leader qui incarne le respect et qui soit un modèle reconnu, ben, il faudra t'attendre à l'adversité. Si tu n'es pas prêt à affronter l'adversité, ça veut dire que tu n'es pas prêt à être un leader. L'adversité est le lot des leaders. Et l'adversité, ça peut venir de n'importe où. On peut passer par ta femme, ça peut venir de tes parents, des incompréhensions. Tu n'as rien fait, mais personne ne comprend ton attitude. Parce que tu sais que dans la vie de chaque personne, il y a des saisons comme ça où, par exemple, tu te dis, bon, pendant 6 mois, je dois me consacrer à telle chose, mais ça va te pousser certainement à ne plus rendre visite aux parents, mais c'est pour un temps. Mais comme les parents ne peuvent pas forcément comprendre ce qu'on vit, bah, ils vont commencer à t'appeler et un peu t'harceler. Mais si tu renonces à ton objectif à cause de la pression de la famille déjà, ben, ça veut dire que quand tu vas arriver au sommet, tu feras pas long feu. Donc, qui veut aller loin doit s'armer de cette pensée d'adversité. C'est inévitable. C'est inévitable. Super, super, super. En tout cas, très bien dit. Et d'ailleurs, avant de passer, il y a même une phrase que tu ajoutes là. Si vous aspirez aux petites choses, vous aurez des petits combats. Si vous aspirez aux grandes choses, attendez-vous à affronter des géants. Donc, quel que soit ce à quoi vous aspirez, il y aura forcément un combat. À vous de choisir votre combat. Alors, on va aller en temps vers la fin. En temps vers la fin. J'aimerais qu'avant de conclure, on puisse discuter sur l'humilité. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu as développé l'humilité. Finalement, comme je considère on peut considérer en lisant ton livre que l'amour et l'humilité sont comme 2 armes que tu donnes aux futurs leaders pour développer vraiment leur leadership. Et est-ce que tu peux nous dire un peu un mot sur l'humilité? Quelle est finalement la place de l'humilité? Et comment développer l'humilité ou quels sont les avantages de l'humilité? Comment l'humilité peut aider un jeune aujourd'hui à se retrouver, à se hisser au sommet demain, à être demain un leader respecté, quelqu'un qui a de l'influence, qui a de l'impact, qui brille, quelqu'un que les autres vont prendre pour modèle, quelqu'un qui sera vraiment une bénédiction pour sa génération. Comment développer l'humilité? Quels en sont les avantages et quelle est sa place? Déjà, pour développer l'humilité, il faut savoir que ce que vous êtes devenu aujourd'hui, pour la position que vous occupez, vous n'êtes pas la première personne à l'occuper. Et qu'avant vous, il y a eu des gens qui ont certainement atteint
cette dimension, ou peut-être à des fréquences beaucoup plus élevées, et que parmi ces personnes qui occupaient ces positions, ben, il y en a ceux qui ont fait naufrage. Et ça veut dire que si cela leur est arrivé, cela peut également vous arriver. L'autre chose, c'est se dire que si je brille dans mon couloir, ce n'est pas forcément par mérite. Et là, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le sous-bassement de toutes nos activités, et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est le don de la vie. Tu vois? Donc, si je suis conscient que je ne suis pas détenteur de mon souffle de vie, quelle que soit l'énergie que je déploie pour pouvoir aiguiser mes talents, je ne dois pas oublier que je ne suis pas l'auteur du souffle de vie qui me permet de briller. Donc, rien que par ça, je suis dans l'obligation en fait d'être humble. Mais aussi parce que tout peut arriver dans la vie et il y a des déserts dans la vie. C'est qu'un leader qui oublie son passé, il peut revivre son passé. Parce que nous dépendons les uns, nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants. Et si je suis aujourd'hui, par exemple, en ligne sur le cercle des étoilés, mais c'est parce que Patience m'a ouvert ses portes. Donc, je me dois d'être humble envers quiconque je rencontre de la rue, parce que je ne sais pas quelle est la relation que cette personne entretient avec Patience, à titre d'exemple. À titre d'exemple. Parce que demain, je peux vouloir chercher une notoriété derrière l'entrevue du cercle des étoiles, mais je peux être confronté à une porte fermée de la part de Patience qui m'avait ouvert la porte là hier. Pourquoi? Parce que j'ai eu à mépriser quelqu'un, ne sachant pas que cette personne avait une relation avec Patience. Et les gens disent que la vie, c'est quoi? C'est une roue qui tourne. Donc, quels que soient les niveaux qu'on peut atteindre dans la vie, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Et plus vous êtes un exemple d'humilité, bah, les gens vous ouvriront des portes. Et ne l'oubliez pas, nous ne sommes pas des leaders face aux animaux. Nous sommes des leaders au milieu des êtres humains. Donc, si nous sommes rejetés par ces personnes-là, ben notre leadership n'a plus de sens. En tout cas, Tony, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans cet épisode du podcast. Je ne sais pas si tu as un mot. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, où trouver les livres, dans quelle librairie, où est-ce que c'est disponible? Parce que moi, je considère ce livre comme une mine d'or. Où est-ce qu'on peut le trouver? Et tu peux aussi dire un mot, excuse-moi, sur ton premier livre aussi. Où est-ce qu'on peut trouver les deux en même temps? Alors, mon premier livre, je ne sais pas si tu arrives à voir, voilà, mon premier livre, il est là. Ce que jeunesse doit savoir. Lui, vous le trouvez sur Amazon. Sur Amazon, dans n'importe quel coin du monde, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et le deuxième, donc, qui est le dopage d'une génération anesthésiée, lui, malheureusement, jusque-là, il est un peu difficile à acquérir sur Amazon. Donc, pour ceux qui sont en France, ils peuvent aller sur Edilivre, sur le site de la Fnac et puis l'acheter. Maintenant, dans ce premier livre, en fait, je parle de 6 vérités qui peuvent permettre à un jeune de vivre une vie sans compromis. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ceux qui voudront bien l'acheter, ils pourront l'acheter et puis ils ne seront pas déçus. En tout cas, je te remercie, Patience. Je te remercie beaucoup d'avoir porté ton choix sur ma modeste personne et de m'accorder ce privilège de pouvoir intervenir sur cette plateforme du Cercle des Étoiles. Et c'est pour la première fois que je puisse avoir cet entretien. Peut-être pas la dernière. Hein. Je sais qu'il y a d'autres livres qui arrivent, qui seront publiés. Donc, oui, on aura peut-être encore d'autres livres un troisième épisode. Hein. C'est pas. Oui.
Mais en tout cas, je te remercie. Je ne prends pas pour acquis. Merci beaucoup pour le temps que tu as également voulu me consacrer. Merci beaucoup, Patience. Merci. Ok. En tout cas, merci à toi et bonne journée à Brazzaville et en tout cas à tous nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. En tout cas, c'était toujours une joie et un plaisir. Comme j'aime le dire souvent, il est toujours possible de briller dans sa famille, dans son travail, dans le monde. Et on se voit au prochain épisode. À très bientôt. À très bientôt.